Tanguay électronique, en première ligne. À tous, bon jeudi. Ici Carl Larouche, bienvenue à l'Esprit sportif. Oui, la Coupe Vanier s'en vient à grands pas le 28 novembre prochain. La route est longue et elle s'amorce cette fin de semaine avec la présentation des demi-finales du RSEQ, entre autres ici à Laval, sur le terrain du PEPS. Le Rouge et Or reçoit la visite des Steeners de Concordia. Boutin des bloqueurs devant lui, vers la zone des buts pour le toucher. Près de 10 verges pour Maxime Boutin qui regarde au centre et la longue passe est complétée. Tyrone Pierre au 40. Tyrone Pierre à la ligne de 20 vers la zone des buts. Touché. Regarde votre fiche contre Concordia. La dernière défaite remonte à 2003. La dernière défaite ici remonte à 2002. Vous avez joué un très bon match avant l'arrivée des réservistes la dernière fois ici. Le danger qui vous guette, c'est de penser déjà peut-être à la finale provinciale. Oui, c'est certain, mais je pense qu'avec qu'est-ce qu'on peut montrer sur vidéo à nos joueurs des matchs contre Montréal, je pense que les joueurs comprennent qu'on a une bonne équipe qui va vendre sa peau chèrement ici. Donc, il faut, puis encore une fois, il nous reste encore du temps pour progresser au match et on veut s'assurer que les joueurs arrivent aux pratiques avec une intention de s'améliorer encore une fois. Et peu importe, pour nous, c'est pas le score, c'est vraiment le processus de pouvoir traiter ce match-là comme un match de série, comme il est, évidemment, comme les deux derniers contre Sherbrooke et McGill et les Tiens. Richard, la passe dans la zone des buts et c'est complété pour le toucher à Tyrone Pierre. Quand tu dis ça, tu réussis à convaincre tes joueurs, mais est-ce que tu réussis toi-même à te convaincre? Bien, je pense que les coachs, c'est plus difficile de convaincre les joueurs. Les coachs sont très réalistes sur la possibilité de ça, puis aussi on est conscient, puis aussi le conscient, on est plus content, un peu plus conscient. On voit beaucoup plus de vidéos que nos joueurs s'aperçoivent qu'ils ont du talent comme équipe. C'est une nouvelle saison qui commence. On avait hâte aussi aux éliminatoires avec la façon que ça s'est terminé l'an passé. Je pense qu'on sent qu'on a des choses à prouver. Puis la première étape, c'est une excellente équipe qui s'amène au PEPS, puis c'est Concordia. Puis ça va être un très grand défi. Que ce soit Concordia, que ce soit McGill, que ce soit Montréal, peu importe l'équipe, on se prépare de la même façon. On arrive en séries éliminatoires, il faut faire attention aux détails, peu importe l'équipe qu'il y a devant nous. C'est sûr que les choses qu'on va attaquer vont être différentes d'équipe en équipe, mais à la base, la préparation reste la même. Puis il faut qu'elle soit excellente en après-saison. C'est le moment excitant de la saison que tout le monde attend. Un match sans filet, un match où il faut tout donner pour désirer se rendre jusqu'au bout. On ne prend aucune équipe à la légère. Il faut performer à chacun des matchs, être parfait. Être parfait autant à l'offensive, à la défensive que sur les unités spéciales. Donc c'est ça le mot d'ordre de cette semaine, c'est d'exécuter en fin de semaine. Moi, je m'attends à un match très serré, c'est sûr et certain, c'est les éliminatoires. Beaucoup de jeux explosifs, une offensive en Concordia qui passe bien le ballon. Notre attaque aussi qui est très bonne offensivement. Deux bonnes défensives. Je m'attends à un match assez serré en fin de semaine. Qu'est-ce qui te réjouit le plus de cette saison 2015? Moi, je pense que c'est pas nécessairement les statistiques comme telles, c'est vraiment la progression qu'on a eue. Au début, on a eu des hauts, des bas, surtout au début de saison. Les choses semblent se rétablir présentement. On a eu aussi des blessures clés à des porteurs de ballon qui ont un peu floué nos statistiques. On n'a peut-être pas couru le ballon autant qu'on l'aurait aimé avec les blessures qu'on a eues. Mais je pense que tranquillement, les choses se replacent. On a comme chaque match, on habille à peu près 20 à 23 joueurs de première et deuxième année. Donc, on a une équipe relativement jeune où on doit prendre l'expérience. Et tranquillement, on a vu l'expérience et la maturité prendre le dessus de cette équipe. Terminant, dernière question. Sherbrooke-Montréal qui gagne? Je crois que Montréal va gagner ça. La pression est forte, Miller est frappé, la passe est interceptée. À ce que je sache, Montréal, c'est les champions de la Coupe Vanier, fait qu'ils vont vendre leur peau chèrement, donc ça va être un excellent match. Selon moi, ça va être un match très serré, soit par 2, 3 ou 10 points, je dirais. Un botté de placement pour faire la différence dans ce match-là. Je ne suis pas prêt à me prononcer, par exemple, pour laquelle des deux équipes. Ça va être un match très explosif. L'équipe féminine de soccer du Rouge et Or est encore une fois excessivement bien représentée cette année sur les équipes d'étoiles du réseau du sport étudiant du Québec.
Le Rouge et Or a vu 6 de ses joueuses être appelées sur la première équipe d'étoiles. Sans surprise, la gardienne de but, Marie-Joëlle Vandal, a été élue meilleure gardienne de la saison avec une performance pratiquement sans tache de 8 victoires et 2 matchs nuls. Lance-marqueuse, Joël Gosselin a aussi frayé son chemin sur la première équipe d'étoiles. Gosselin a inscrit 12 buts et 8 aides en 13 matchs. Ses coéquipières Ariel Roy-Petitclerc, Gabrielle Lapointe, Marie-Christine Gauthier et Mélissa Roy ont aussi trouvé une place sur la première équipe. De son côté, le pilote de l'équipe lavalloise, Elder Duarte, a été nommé entraîneur de l'année pour une deuxième saison consécutive. En ski de fond, membre de l'équipe de développement de l'équipe nationale, Sandrine Braun a elle aussi profité de la glisse boréale de l'Université Laval pour y aller de ses premiers entraînements sur neige de la nouvelle saison. L'athlète du club Fondeur Laurentide s'entraîne avec l'équipe canadienne au Centre national Pierre-Harvey. La fondeuse, qui aura une saison fort occupée, souhaite se retrouver bientôt sur l'équipe de la Coupe du monde. Je pars le 21 novembre pour un pré-camp à Silver Star, en Colombie-Britannique. Puis après ça, on s'en va à Kenmore pour les premières courses nord-américaines. Puis on retourne à Silver Star pour une autre série de courses nord-américaines. Puis après Noël, c'est le Tour B, c'est des Coupes du monde, des courses opaques. C'est un bon niveau, là. Fait que j'ai super hâte. C'est comme objectif cette année? Cette année, c'est de me classer pour le Ski Tour Canada. Fait que là-bas, j'aimerais ça faire un top 30 pour pouvoir passer de l'équipe développement à l'équipe B. Fait que ça me permettrait d'avoir plus de départs en Coupe du monde et d'avoir de nombreux avantages aussi. Après la pause, la saison de ski de fond est débutée à la glisse boréale. Pour une troisième saison consécutive, la forêt Montmorency de l'Université Laval innove avec sa fameuse glisse boréale, des sentiers de 2,5 km de longueur de ski de fond, ouvert depuis le 30 octobre dernier. C'est une exclusivité dans le nord-est de l'Amérique du Nord. La glisse boréale, content de voir que ça prend de l'ampleur. Ah oui, tout à fait. À chaque année, quand à l'approche du mois de novembre, on est de plus en plus fébrile. On a hâte d'étendre notre neige. Évidemment, on a toujours hâte de voir les skieurs arriver en grand nombre. C'est un concept qui vient à la base de tout le programme Rouge et Or. Hein. Il y a plusieurs sports en développement, dont le ski de fond. À la base, nous, on le fait pour les athlètes du Rouge et Or. Et puis j'écoutais Alex parler, puis c'est ça l'idée en arrière, c'est que plutôt les athlètes ont la chance de skier sur la vraie surface, qui est la neige, bien, le mieux c'est pour eux autres, ça lui donne une longueur d'avance. Avec le temps, on a compris que c'était stratégique dans leur possibilité de développement. C'est de la neige qui a été conservée de l'hiver dernier avec du copeau de bois. Donc, il commençait à faire ça en Scandinavie au milieu des années, au début des années 2000. Mais là, ici au Canada, au Québec, on est la seule place qu'on peut faire ça. Il y a un autre endroit dans l'Ouest aussi, à Kenmore, qui le font. Mais la piste là-bas, ils ont eu un hiver difficile. Ils ont seulement 1 km. Ici, on est à presque 2,5. Donc, c'est quand même un bon avantage. Hein. Bien, c'est sûr, la première fois qu'on chausse les skis, là, la première fois de l'année, c'est vraiment spécial. Retrouver la glisse, c'est vraiment la meilleure sensation après avoir fait autant de ski à roulettes. C'est vraiment extraordinaire, là. En plus, c'est des belles conditions quand même. Depuis 3 ans maintenant, on le fait avec de la neige qu'on emmagasine plutôt que de souffler la neige au fur et à mesure que le temps froid approche. Ça nous permet de garantir l'ouverture. Problème qu'on avait dans le passé où c'était pas possible parce qu'on dépendait de la température. On a voulu aussi se positionner dans tout le côté touristique, la stratégie touristique de la Ville de Québec, où on veut s'enligner sur Québec 2020, une destination hivernale. Bien, nous, on confirme que l'hiver, ça commence au début novembre.
Et donc, ça permet d'annoncer partout dans le monde entier que c'est vraiment un endroit, une ville hivernale. Et ça va jusqu'au mois d'avril. Nous, on a de la neige quand les gens sont tannés de faire du ski, on en a encore. Il y a des athlètes, beaucoup d'athlètes aujourd'hui, mais c'est ouvert à tous les skieurs de fond. On procède quoi par réservation? C'est plus nécessaire. Au début, justement, à cause qu'on avait une courte distance, on avait de la difficulté à faire plus qu'1,5 km et on voulait justement que ça soit sécuritaire, donc on faisait des plages, des réservations et tout ça. Depuis qu'on est rendu avec 2,5 km, qu'on a fait plus large à plusieurs endroits pour que les skieurs puissent se dépasser, c'est plus nécessaire de réserver. C'est comme dans n'importe quel centre de ski de fond, on se présente puis on achète notre billet. C'est l'avenir d'ailleurs de la piste. La piste pourrait même pas vivre seulement juste avec des skieurs athlètes. Le marché est tout petit, c'est très, très spécifique. Donc moi, ce que je souhaite, c'est même avoir de plus en plus de public qui ont le goût de commencer à faire du ski dans une période poche, si on peut dire, qui est au mois de novembre, où en règle générale, il pleut, on ne sait pas trop quoi faire, mais quand il pleut en ville, bien, il neige ici la plupart du temps. C'est ça, il faut découvrir l'hiver et embarquer dedans le plus vite possible. On peut rester sur place. Exactement, oui, tout à fait. Plutôt que de faire 80 km matin et soir, ben oui, tout à fait. Dans un forfait où tu n'as pas besoin de faire ta vaisselle, puis tout ça, tu peux relaxer, profiter pleinement de ton ski à tarif abordable. On est quand même dans une résidence étudiante, donc c'est pas de grand hébergement luxueux. C'est un peu simplicité volontaire, si on peut dire, puis donc c'est accessible. On a 2,5 km déjà qui sont prêts là, avec la liste boréale, mais c'est plus de 40 km de sentiers. Ah oui, tout à fait. En kilomètres linéaires, notre réseau de ski, c'est ça. Là, je ne sais pas le chiffre par cœur, mais je dirais que c'est presque de 50 km linéaires. Donc, évidemment, dès qu'il va y avoir de la neige naturelle, l'année passée, on a eu tôt de la neige naturelle. Ça avait été bien pour ici. C'est encore mieux. Même si on a étendu notre neige artificielle, s'il tombe la neige naturelle de bonne heure, c'est rien qu'une bonne nouvelle. Il y a encore plus de skieurs dans ce moment. Voilà qui complète l'Esprit sportif pour aujourd'hui. Je vous rappelle que vous pouvez revoir toutes nos émissions en vous rendant sur le site Facebook L'Esprit sportif. Bye bye, à demain.